Merci à tout le peuple de la résistance. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris comme ça attache et rendez-vous avec nous pour ce soir. Aujourd'hui est une soirée assez difficile et assez délicate parce que ce soir, nous sommes obligés, comme toujours et comme il est de notre ressort, de remettre un peu plus et de manière très sérieuse les pendules à l'heure. La lutte de résistance, beaucoup croient et beaucoup pensent que c'est une lutte de complaisance, que c'est une lutte de compassion et que c'est une lutte de pitié. Nous sommes engagés dans cette lutte pour renverser une tyrannie. Nous sommes engagés dans cette lutte pour renverser un régime dictatorial vieux de près de 60 ans. Et cela ne passe pas, et cela ne se fera jamais par le biais des pleurs et des pleurniches. Nous devons, à un moment donné, être solides sur nos pas et savoir ce que nous voulons. Le premier axe, la première articulation, autant pour moi, de ce direct, portera sur l'affaire Caroline Pégan. L'affaire Caroline Pégan est une affaire qui a défrayé la chronique à plus d'un titre. Nous avons été obligés, à un moment donné, de prendre position sur ce qui se passait véritablement et effectivement avec notre combattante et la brave présidente du Bureau fédéral de la Révolution, j'ai nommé ici Caroline Pégan. Il faut reconnaître que cette dame et cette brave combattante a perdu son mari il y a de cela quelques semaines. Claude Bernard était non seulement un ami, mais c'était aussi un papa pour nous. Il était un père pour le Bureau fédéral de la Révolution. Il était un parrain pour corps. Il était un parrain de la lutte, notre parrain de la lutte de résistance en diaspora. C'était un homme doux, c'était un homme conciliant à tout égard. C'est un homme qui savait par-dessus tout et en dépit de tout rechercher la paix. Et ça, c'est une des qualités que je Révolution Caroline Pégan qui amorce. Parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est un courage. C'est un courage énorme que de prendre sur elle la décision d'aller au Cameroun. Personne. Moi, j'ai été contre. Je ne peux pas affronter ce régime facilement comme ça. Il faut avoir beaucoup de piliers. Cette femme allait mourir dans la gueule du loup. C'est une femme qui a pris des dispositions. Les gens ne connaissent pas la vérité. Mais je crois qu'elle fera une sortie dans les prochains jours pour vous dire exactement ce qui s'est passé avec toute son émotion, avec toute sa sensibilité. Cette femme s'est dit, je peux mourir. Je peux mourir, je m'attends à tout. Mais je ne peux pas laisser le corps de mon mari ici. On ne peut pas amener le corps de mon mari au Cameroun et je ne suis pas là. On ne peut pas enterrer mon mari ici. Elle avait aussi la possibilité de faire enterrer son mari ici en France. Elle a dit, on ne peut pas enterrer mon mari au Cameroun et je ne l'y accompagne pas. C'est impossible. Quitte, je vous rassure, faites très attention. Quand vous voyez une femme déterminée, quand vous voyez une femme comme celle-là, prête, elle avait pris des dispositions sur elle pour les 10 prochaines années. Je vous l'assure. Elle s'était arrangée avec le banquier, avec tout, avec ses enfants. Elle s'est dit, même si je pars là, c'est probable que j'aille et que je rentre en prison. C'est probable qu'on me tue. C'est probable que je ne fasse plus, que je ne revienne plus de sitôt. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que je parte. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est partie. Elle est partie. Et c'est, voilà comme ça, c'est dans cette optique qu'elle est arrivée au Cameroun. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire de manière normale, de manière limpide et de manière claire. Son courage a offusqué. Son courage a ébranlé beaucoup. Mais elle est revenue. Et voilà ce qui se passe. Quand elle arrive au Cameroun, à peine arrivée à Bana, à peine son mari déposé, on a enterré son mari, la police en civil. On avait des gars on avait des gars de la police secrète, de la police militaire, certainement du CED. Il y avait beaucoup de policiers en civil qui étaient prêts. Et autour, c'est comme ça qu'une fois le mari déposé en tombe, bam, on met la main sur elle. Exactement. Et je crois qu'il est 11h, quelque chose comme ça. Vous reverrez mon direct et ma sortie de ce jour. C'est comme ça que le levier, parce qu'on avait mis sur pied plusieurs plans. On a mis sur pied le plan A. On a mis le plan B. Le plan A consistait à, dès qu'elle est prise, il faut alerter le général Etchenou. N'importe quel membre de sa famille devait alerter le général Etchenou. Et c'est ainsi que l'alerte devait être donnée en diaspora. C'est comme ça que dès qu'on la prend, bam, les gars la prennent, on l'amène dans une voiture de la police. Et c'est direction le CED.
le secrétariat d'État à la défense, que vous le vouliez ou pas. On le lui a fait savoir. Elle a été amenée au commissariat de Bana, elle a été amenée chez le préfet, on lui a signé son mandat, qu'il y a des subscriptions qui pèsent sur elle, on doit la conduire au CED parce qu'il y a quelque chose, on voudrait l'entendre pour X, Y, Z, on lui a fait signifier tout ce qu'on devait lui faire signifier. Direction Yaoundé pour le CED. Et c'est la lettre. C'est comme ça que, prenant sur mes épaules la lourde responsabilité du général de la Révolution que je suis obligé de faire une sortie rapide et musclée. C'est comme ça que nous donnons la lettre directement au sein de la diaspora et nous faisons valoir que la présidente du bureau fédéral de la Révolution, Caroline Pégan, a été arrêtée. C'est comme ça que la toile et la diaspora se met directement en feu. Je vous assure, la lettre a été répertoriée à une vitesse éclair. Il faut déjà ici dire merci à tous les combattants. Merci à tous ceux qui ont répondu à cette alerte. Merci à tous ceux qui ont compris que le combat n'est pas un combat d'entité. Le combat n'est pas un combat de groupe. Le combat, c'est un combat d'idéologie. Tant que le régime de Yaoundé est en place, on ne peut pas blaguer. On doit toujours continuer de lutter. Et c'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que le levier A été activé. Et dans la foulée, pendant qu'elle était questionnée et tout, on a vu arriver chez le préfet et chez le commissaire, on lui a signifié les trucs et on l'a mise dans la voiture de police, direction le CED. Pendant qu'ils allaient au CED, on a activé directement le plan B. Le plan B, c'était alerter le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qu'une citoyenne française. Parce que dans tout qu'on fait, il fallait mettre toutes les chances de notre côté. Le Quai d'Orsay également a été saisi. Le ministère des Relations extérieures, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, a été saisi. Et c'est comme ça que l'ambassade de France et ainsi de suite, les coups de fil ont commencé à pleuvoir. Je vous dis, en une fraction de seconde, en un laps de temps, tout le dispositif, la machine, c'est-à-dire la force de la diaspora, le peuple, les politiques français, l'ambassade de France, le Quai d'Orsay, l'ambassade de France au Cameroun, tous ont activé leur système pour dire qu'est-ce qui se passe. Une combattante française, une citoyenne française, une combattante camerounaise vient d'être enlevée à Bana. Et c'est comme ça que bam, 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 je vous assure que la voiture qui la transportait pour Yaoundé, la voiture qui l'a transporté pour le CED, le chauffeur, avec tous ces gens, ont reçu tellement de pression. Je vous dis tellement de pression. Le tapage que la diaspora a fait, la menace qui pesait sur les ambassades de Berlin et de Paris, et même Bruxelles, qui couraient le risque d'être prise une deuxième fois, ils ont compris que s'ils ne libéraient pas la présidente vite fait, alors il y aurait problème. Quelque chose pouvait se passer en diaspora. Parce qu'il faut le reconnaître que l'épisode Caroline Pégan a eu au moins le mérite de faire converger les combattants de la diaspora vers un seul objectif commun. Et c'est ça que le régime ne veut pas. C'est ça que Yaoundé ne veut pas. Yaoundé ne voudrait pas que les combattants de la diaspora convergent vers une cible et vers un objectif commun. Non, il faut à tout prix nous diviser. Il faut faire prétendre aux uns et aux autres qui sont les seigneurs de la lutte. Il faut faire prétendre aux uns et aux autres que sans eux, le combat n'est rien. Il faut passer le temps à faire dire aux uns et aux autres que voilà les traîtres, voilà les gens qui ne sont plus crédibles, voilà. Vous courez dans le sac. On ne va pas vous offrir sur un cadeau cette révolution parce que vous ne pouvez rien en faire. Toutes les têtes pensantes de la lutte, vous croyez et voulez les éliminer parce que vous croyez que la lutte est une lutte dans l'idiotie. Ce n'est pas une lutte de la fainéantise. Elle doit être pensée, elle doit être mûrie, elle doit être réfléchie. On ne renverse pas une tyrannie par le fait de quelques bribes de zélotisme. Non, c'est pas parce qu'on est zélé, c'est pas parce qu'on crie, c'est pas parce qu'on monte qu'on renverse une tyrannie. Il y a beaucoup d'autres leviers qu'il faut activer et on a besoin de tout le monde. On a besoin des zélés, on a besoin des zélotes et on a aussi besoin des intellectuels. On a besoin de ceux qui pensent la suite du combat. On a besoin de ceux qui entrent dans le lobbying. On a besoin de tout le monde. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est comme ça qu'on a activé tous les leviers et en un temps record, je vous dis en un temps record, pam, je vous dis que la voiture qui était en direction de Yaoundé, coup de fil sur coup de fil, coup de fil sur coup de fil, on entendait, je dis bien on entendait, le directeur de la police judiciaire a appelé Robert Kili, le ministre de la Défense a appelé, c'était une affaire terrible, c'était une affaire terrible.
Est-ce uniquement par la force de la diaspora qui s'est levée? Nous ne le saurons jamais. Est-ce parce que le peuple, les politiques français ont activé, le Quai d'Orsay a activé ses verrous? Nous ne le saurons jamais véritablement. Mais toujours est-il qu'il y a une pression sur le régime de Yaoundé, telle que la combattante Caroline Pégan, présidente du Bureau fédéral de la Révolution, a été libérée à Badjoun. Dans la direction de Yaoundé, arrivée à Badjoun, on a dit laissez-la. Le chauffeur qui l'a transporté a dit mais c'est même qui cette femme? Vous êtes qui au juste? Pourquoi tant de pression sur vous? Il ne comprenait pas qu'il avait affaire à une femme qui venait d'écrire l'histoire en lettres majuscules de la lutte de résistance en diaspora. Il n'a pas compris qu'en ce moment, une icône venait de naître. Que cet acte de bravoure venait de propulser une femme au sommet des sommets. Et que ceux-là qui pensent qu'ils détiennent la lutte, qu'ils détiennent l'idée, la pensée révolutionnaire de la lutte, allaient se lever pour la fracasser à tout jamais, pour essayer de la détruire. Mais c'est de ça qu'il est question. Il faut rappeler aux uns et aux autres qu'il ne s'agit pas ici de lutter entre nous. Non. Était née ce jour Caroline Pégan. Était née ce jour une femme debout. Une femme qui a pris sur elle la lourde responsabilité d'aller se jeter dans la gueule du loup. Une femme qui était presque morte, mais qui dans sa résurrection est venue avec une force nouvelle, une dynamique nouvelle. Et c'est de ça qu'il est question. Et comme les gens aiment spéculer, et comme les gens croient que c'est n'est que le théâtre, ils ont préféré vouloir la saquer, la détruire, parce que tant que ça ne vient pas de leur groupe, tant que ça ne vient pas d'eux, il faut tuer à jamais ce genre de personnes. Il faut tuer à jamais ça. Nous ne pouvons pas accepter cela, et nous n'allons jamais accepter cela. La lutte de résistance que nous menons est une lutte très forte. Nous devons à tout jamais nous rendre à l'évidence que ce jour-là était née Caroline Pégan, le leader qui continue et qui continuera de porter à jamais cette lutte pour que nous renversions la tyrannie. Donc, c'est comme ça qu'elle a été déposée presque illico à Badjoun. À Badjoun, on garde la voiture, on lui dit sort. Et on met 2 gendarmes, 2 policiers à son service pour sa sécurité. Pour dire non, non, non. Oh, on a fait une erreur. Est-ce que vous voulez qu'on vous ramène encore à Bana? Elle a dit, laissez-moi ici. C'est ainsi que sa belle famille est venue la chercher et tout et tout. Et ils sont rentrés au deuil et elle a continué. Pardon. Elle a continué ses activités normalement. J'ai dit bien normalement. Mais il y a eu un incident. Il y a eu trop de peur dans cette histoire. Donc, nous disons merci comme ça à la bravoure de Caroline Pégan. Nous disons merci à cette femme qui a bravé tous les obstacles, qui a accepté de naître de manière forte et solide pour que naisse un élan nouveau dans cette lutte de résistance. Ça, c'était comme ça un pan très important qu'il fallait lever. Et l'autre aspect, c'est que beaucoup en diaspora ont voulu tuer l'acte fort. Il faut rappeler quand même qu'il y aura quand même quelques actes terribles qui auront marqué cette lutte de résistance. En dehors des luttes collectives, qui sont des grandes batailles, en dehors des batailles collectives, comme celle de Genève, comme celle de l'hôtel Meurice, et qui sont des batailles populaires et collectives où tout le peuple de la diaspora s'est mis ensemble pour lutter et atteindre un objectif, il faut reconnaître que après l'acte posé par le général Etchenou à Berlin, où les diplômes de l'ambassadeur étaient déchirés, où je me retrouvais assis sur le bureau de l'ambassadeur. Ça, c'est un acte de révolution, un acte révolutionnaire personnel que tu prends sur toi et tu dis, j'assume. Le deuxième, l'un des plus grands actes de la lutte de résistance aura été le courage de Caroline Pégan. Le courage pour une combattante d'aller au Cameroun. Les gens ont spéculé, se sont masturbés en disant « Oh non, d'autres ont perdu leur père, d'autres ont perdu leur mère, d'autres ont perdu leurs frères, ne sont pas partis. Elle est qui ?» Mais qui a voulu partir? On l'a interdit de partir. Elle a décidé qu'elle ne laisse pas le corps de son mari partir. Quelqu'un pouvait s'asseoir et décide que je ne laisse pas le corps de ma mère, de mon père partir. Et puis je l'y accompagne. Advienne que pourra. Il faut seulement avoir du courage. C'est tout. Il faut avoir le courage que cette petite femme a eu. Elle est petite comme ça, mais elle a un cœur de lion. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître. Il faut avoir seulement le courage. Il ne s'agit pas de rester là et de dire non, 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 on a fait ceci, tel n'est pas parti. On n'a empêché personne de partir, nulle part. Chacun peut aller où il veut, quand il veut.
Mais la lutte de résistance, elle est comme ça, elle est ainsi faite. On ne peut pas piétiner ça. C'est ainsi que dans cette même foulée, dans cette même lancée, on a connu des montages en diaspora. Et un des gars qui aura pris son temps pour essayer de la démonter, de la discréditer, et ce sera cet aventurier qui est du côté du Sénégal, un certain Narcisse Ngachop. Narcisse Ngachop, il faut le rappeler, c'est quelqu'un que nous, au niveau de la Basse-Deutschland, en Allemagne, nous avons cotisé de l'argent pour lui donner, pour l'aider. Il nous a menti à plusieurs reprises. Oh, le combattant est malade, je vais aller me soigner à Dubaï, je vais aller me soigner là-bas. On a chaque fois cotisé de l'argent pour lui donner. On a cotisé de l'argent. Mon stratège, qui est Rodrigue, qui est encore là, qui m'écoute, pourra vous le dire. C'est lui qui a été mandaté pour envoyer de l'argent que nous avons cotisé au niveau du RPC et de la Basse-Deutschland. Nous avons aidé ce garçon plusieurs fois. Mais il s'est avéré comme un filou, comme quelqu'un qui vivait dans un hôtel au Sénégal où il avait plus d'1,5 million, plus d'1 million de dettes. Et il a dû fuir l'hôtel. Et c'est comme ça qu'il contacte la combattante Caroline Pégan pour lui demander de faire mettre sur pied un litchi. Elle lui dit, mais il faut que cela soit fait au-dessus de tous. En dehors de ça, si tu veux que je t'aide, moi je connais, elle a des appuis partout. Elle appelle donc quelqu'un au Sénégal qui était chargé de l'aider justement à monter ce truc. Pour avoir de l'argent et par rapport à son hébergement. Mais il savait que là où ils sont allés, ils se sont donné rendez-vous. Narcisse Ngachop était un bandit, il devait de l'argent à cet hôtel, plus d'1 million. Et c'est pour ça qu'on avait confisqué ses papiers, c'est-à-dire son passeport et tout. Mais au lieu de dire la vérité à ceux qu'il a à Paris, ceux qui l'emploient et l'utilisent pour salir les combattants, il est revenu en disant tout simplement que non, c'était des agents des services de renseignement. Un Sénégalais va être agent des services de renseignement du Cameroun au Sénégal. Mais c'est quand même quelle bêtise. C'est quelle bêtise. Il faut que les gens, parfois, en écoutant des choses, écoutent au moins ce qui semble vrai et puissent dire la vérité. Ça ne sert à rien de se morfondre, ça ne sert à rien de mentir aux gens inutilement. La vie n'est pas faite que de mensonges. Il faut assumer parfois ses échecs, ses faiblesses, ses défauts. Il faut pouvoir les assumer. C'est tout ce qu'on demande aux uns et aux autres. Donc c'est comme ça que cet aventurier qu'on appelle Narcisse Ngachop va combattre et commencer à salir la combattante et présidente du Bureau fédéral de la Révolution, Caroline Pégan, partout sur la toile. Ce que nous ne tolérons pas. Et il est aujourd'hui aux abois, il est recherché comme il est recherché parce que sur lui et derrière lui courent beaucoup de choses parce qu'il a dû fuir le Sénégal, vous allez le remarquer. Mais nous ne reviendrons pas là-dessus, ce n'est pas notre but. Notre but était simplement de dire que des gens à Paris l'ont mandaté pour salir et déchiqueter l'image de la présidente Caroline Pégan. Et ce n'est pas un fait nouveau. Ça n'arrive pas qu'à elle. Tout le monde est victime de ces démarches. Je reviendrai là-dessus pour que vous compreniez exactement. Donc, il faut rappeler quelque chose parce que des gens auront envie de se poser la question suivante. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Caroline Pégan, elle, on l'a arrêtée? Et pourquoi on n'a pas arrêté Wilfried Siéwé? Ça, c'est des questions, lorsque j'ai annoncé ce live, c'est des questions qui sont arrivées énormément qui nous ont été posées, qui m'ont été posées plusieurs fois. Les gens disent, mais quelle est la différence entre le cas de Caroline Pégan et le cas de Wilfried Siéwé? Pourquoi Wilfried Siéwé n'a pas été relâché? Pourquoi on l'a mis en prison alors que lui aussi il était européen, alors que lui aussi il était citoyen européen? Pourquoi l'Union européenne, pourquoi l'Allemagne n'a pas libéré Wilfried Siéwé? La France a fait libérer Caroline Pégan ou les activistes ont fait libérer Caroline Pégan? Pourquoi la France a joué de son verrou alors que l'Allemagne n'a pas joué de son verrou? On a fait taire beaucoup de choses pendant beaucoup de temps. Des choses qu'on ne voulait pas vous dire ici parce qu'on ne voulait pas froisser le combat. Parce qu'on voulait mettre les choses en ordre. Il faut que vous compreniez quelque chose de très clair. Le cas Caroline Pégan est différent du cas Wilfried Siéwé. Sur deux plans. Sur deux plans. Je vous explique rapidement. Le cas Caroline Pégan est différent du cas de Wilfried Siéwé. En ce que quoi? En ce que, Caroline Pégan, avant d'aller au Cameroun, a pris des dispositions en tant que citoyenne européenne pour descendre au Cameroun et en sachant que comme elle était menacée, elle a voulu s'assurer qu'elle serait en sécurité dans ce pays. C'est très important. C'est comme ça qu'elle a pris des dispositions fortes. Le Quai d'Orsay a été signalé. Il y a dans le site du Quai d'Orsay, lorsque vous allez dans une destination en tant que citoyen européen, vous voulez aller dans une destination qui est difficile, où vous sentez que votre sécurité peut être menacée, vous faites un signalement au Quai d'Orsay.
Et là, on vous enregistre et beaucoup de choses se passent. Et deuxième chose, elle est entrée légalement en tant que citoyenne européenne au Cameroun. Ça, c'est très important. Et c'était une activiste, pas des moindres. C'est une grande activiste que le peuple, le gouvernement camerounais redoutait beaucoup. Donc ça, on le sait, de par ses liens, de par son acquaintance, de par son rapprochement avec certains leaders de cette lutte de résistance, elle-même en tant que leader des femmes dans cette lutte de résistance, présidente du bureau fédéral de la Révolution, elle était une cible à battre pour le régime. Donc ça, c'était quelque chose de très fort. Il fallait que nous prenions des dispositions, bien que je n'étais pas d'accord au départ, mais nous avons été obligés de prendre des dispositions à ce niveau. Donc, Caroline Pégan entre au Cameroun avec un passeport français, avec un visa. Mais notre combattant de l'autre côté n'est jamais entré au Cameroun avec un passeport allemand. Ça, il faut qu'on vous le dise. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. Parce que si on vous le dit aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez et que cela serve de leçon aux autres. Si tu es de nationalité européenne et que tu prends ton passeport camerounais parce que tu ne veux pas payer 100 € de visa, tu pars au Cameroun avec le passeport camerounais, oui, c'est bien possible. Mais le jour où il y a un problème, c'est là où tu confirmes le code. C'est pour ça que l'Allemagne était incapable d'agir par le biais de ses combattants. Parce que ce combattant est entré au Cameroun avec un passeport camerounais. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. C'est ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est ce qu'on ne vous a jamais dit. Donc ce combattant est entré au Cameroun avec un passeport camerounais. Donc c'était difficile pour l'Allemagne à ce moment d'agir. Et c'était difficile pour nous autres activistes d'agir parce qu'il n'a même jamais été activiste. Donc il y a eu une série de malchances comme ça qui s'est enchaînée, qui est allée contre lui. Et c'est comme ça que les choses se sont retournées. Donc nous entrons donc dans cette lutte pour sortir de l'épisode de Caroline Pégan. Et on est obligé de répondre à cette question. Caroline Pégan est-elle ou non une traître? Sinon, on peut même paraphrer, comme certains l'ont dit. Caroline Pégan a-t-elle ou non trahi son combat? Parce qu'il y en a qui ont dit que même si tu trahis le combat, tu prends ta chaise, tu pars avec. Bon, a-t-elle trahi son combat à elle? Pour ne citer que certains zélotes de cette révolution. Je vais vous répondre simplement. Vous savez, lorsque Caroline Pégan perd son mari, lorsque cette femme perd son mari, elle est abattue. Moi, j'ai vu une femme finie. J'ai même dit personnellement que non, le combat de la femme si est fini. C'est mort pour elle. On ne peut plus la voir. Elle était perdue. J'ai essayé à mon niveau. C'était déjà très difficile pour moi, qui était très proche du couple, de ne pas aller à la veillée. C'était très dur. Ça, Claude Bernard me comprendra. Les frontières étaient hermétiquement fermées. Si tu sortais de l'Allemagne, surtout en destination de Paris, tu revenais parce que nous, en Allemagne, nous avons considéré la France et Paris plus précisément comme une zone à haut risque. Donc, quand tu revenais de Paris, tu étais obligé de faire la quarantaine. Je ne pouvais plus sortir et revenir faire 14 jours encore en quarantaine dans un hôtel payé à tes frais. Ça, il y a beaucoup de choses qui entraient là-dedans. Donc, c'était impossible de sortir dans tous les cas. C'est comme ça que je n'ai pas pu me rendre à Paris. Et c'est comme ça que les choses se sont accélérées très vite. Le vide ayant produit ce que ça a produit, des zélotes sont venus et ont donné des petits conseils. On a fait ce qu'on a fait et on a vu ce qu'on a vu. Mais moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, cette femme est finie. Le combat de la femme, si est à terre, elle ne peut pas s'en sortir. Perdre son mari. Claude Bernard était pour elle un roc. Il faut rappeler que Claude Bernard était pour Caroline Pégan un roc, un pilier sur lequel elle savait se reposer. C'est celui-là qui pensait la stratégie. C'est celui-là qui bâtissait sa femme dans le combat. Il faut rappeler que c'était un upéciste fort dans la main, qui savait, il connaissait comment toucher le régime satrapique, comment toucher le régime de Yaoundé. Claude Bernard a travaillé dur. Et c'est de ça qu'il est question. Donc il ne faudrait pas que la jalousie des uns et des autres nous amène à croire que ce que les autres font ne compte pas. Il ne faudrait pas que les gens nous font croire que c'est arrêter une poupée à l'effigie de Biya, fouetter ses fesses, brûler, qui est le vrai combat. Des actes dont on réfléchit même sur la portée. Et quand quelqu'un d'autre pose un acte, les mêmes gens se lèvent et disent non, c'est inutile. Non, tel a trahi. Non, tel est un traître. Il faut arrêter un peu ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça vraiment. Parce que il y a des actes très forts. Très forts. C'est-à-dire, lorsque j'ai vu cette femme faible,
Je ne savais pas que c'est dans cette faiblesse qu'elle allait puiser la ressource nécessaire. C'est dans cette faiblesse qu'allait surgir la force dont elle allait s'armer pour revenir étant puissante. Je ne savais pas que cette petite femme éplorée, que cette faiblesse, en fait, allait susciter et naître en elle la force. Il faut parler de la personne de Caroline Pégan. C'est une femme qui est une activiste de la première heure. On a vu cette femme à Genève, dans les combats les plus rudes, pendant que beaucoup étaient en face avec Ahmed Kamer et ont tremblé de fouetter et de toucher ces sardinats. Nous avons vu à Genève cette femme poursuivre les sardinats jusqu'à l'hôtel intercontinental. Il nous revenait la lourde responsabilité en tant que généraux de la Révolution d'aller l'interpeller pour dire « Mais tu vas où dans la gueule des loups ?» Mais elle n'a peur de rien. C'est une femme qui n'a peur de rien. Ce n'est pas aujourd'hui les cris ou les vomissures ou bien les grisaillements des uns et des autres sur la toile qui pourra faire réfléchir, qui pourra faire fléchir cette dame. Non, c'est une femme que vous voyez petite de corps comme ça, mais très courageuse, très audacieuse. C'est une femme remplie de beaucoup de bravoure. C'est une femme qui est très forte. Faites très attention. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on allait la perdre. Moi, j'ai pensé que son combat était fini, qu'elle allait entrer dans le veuvage, pleurer son mari même pendant 6 mois, le temps de se remettre, et c'est comme ça qu'elle allait partir et mourir elle-même. Honnêtement. Mais j'ai rencontré quelqu'un de sérieux, de dynamique, de fort. Le départ, la décision d'aller au Cameroun est une décision révolutionnaire, à plus d'un titre. Je crois que le peuple de la Révolution devrait s'incliner devant Caroline Pégan et lui donner la médaille de bravoure. Parce que Caroline Pégan a ouvert une brèche. Elle a montré que le régime de Yaoundé était bougeable, n'était pas un régime figé, était un régime qu'on pouvait défier. Elle a ouvert une porte que personne avant elle n'a jamais ouverte. Personne n'a jamais osé, en tant qu'activiste, aller au Cameroun et revenir. Ça, c'est du jamais vu. Au plus fort de notre lutte. Ça, c'est très fort. Donc, nous devons être unanimes. Quand des gens posent des actes forts, reconnaissons simplement la bravoure de ceux-là et donnons-leur la médaille et le champagne. Parce que c'est très fort ce qu'elle a fait. C'est très fort. C'est une lumière pour le camp de la Révolution, pour nous autres. Il faut, pendant que nous avancions, comprendre que l'affaire Caroline Pégan, loin, je dis bien loin de nous diviser, devrait nous unir. Devrait nous unir parce qu'elle a donné le ton. Elle a donné le ton à toutes les autres femmes dans cette révolution. Ça ne sert à rien de multiplier les directs pour la saboter. Ça ne sert à rien de multiplier les directs pour la détruire. Elle ne répondra jamais. Je tiens à vous rassurer déjà que la présidente Caroline Pégan fera une sortie très prochainement pour exactement vous expliquer quelle est la suite du combat et qu'est-ce qu'elle compte faire, parce que avec elle, nous savons que nous sommes en lieu et nous avons une valeur sûre sur laquelle nous pouvons compter. Ce n'est pas une générale de Facebook. Elle n'est pas là pour répondre ou bien pour faire des trucs sur Facebook. Elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain et elle est dans le lobbying, travaillant dur comme fer pour que la lutte continue et que la lutte avance. C'est ainsi que nous avons vu la place, parce que nous ne pouvons pas parler de l'affaire Caroline Pégan sans parler du rôle et de l'implication des entités. Nous entrons dans la phase de l'autopsie de la révolution même, dans la place des entités dans cette lutte de résistance. Les gens font aujourd'hui comme si c'est la base qui a fait naître le combat. Faites très attention. Faites très attention. Les gens nous disent aujourd'hui qu'il y a une seule base. Mais quelle folie! Quand je vous invitais à Berlin, et que nous vous payons le transport pour venir à Berlin, pour qu'on structure toutes les brigades anti-sardinades, pour qu'on harmonise le combat, ce n'était pas dans cette optique. Arrêtez la folie. Arrêtez la folie. Vous ne pouvez pas tromper le peuple tout le temps. Nous sommes là encore, nous avons les regards et nous avons les archives. Je vais publier ici les clauses de confidentialité de la conférence de Berlin, où vous avez signé en lettres que Maurice Kamto était le chemin, le commencement et la fin de la lutte de résistance. Vous l'avez signé à Berlin. Et on vous a invité à Berlin pour le faire. Vous étiez d'accord. Vous étiez où? Aujourd'hui, vous dites que Maurice Kamto est venu nous trouver dans notre chose. Il y a eu des entités bien avant. Il y avait le CCD en France, qui a été même l'un des pères fondateurs de la basse France. Il y avait à l'époque le code qu'on connaissait en Angleterre avec Emmanuel Kempta, le brave et brillantissime combattant Emmanuel Kempta. Il y avait le RPC en Allemagne, dont nous étions à la charge. La base naît
dans une dynamique où tous ces peuples, il y avait le Code de Belgique, avec les Hugues-Sémo et tout ça. La BAS naît dans une dynamique où tout le monde est fâché contre un système. On s'est dit, on a trouvé un homme, Maurice Kamto. Alors on va accompagner cet homme, coûte que coûte, à prendre le pouvoir pour mettre sur pied son programme. C'est comme ça que naît la BAS. C'est le cri de colère d'un peuple. Les gens venant des différentes entités, des différents groupes qui existaient. Et c'est comme ça qu'on fusionne tous vers un objectif commun, renverser la tyrannie. C'est dans cet esprit que naît la BAS. Donc arrêtez. Le commandant de la BAS UK, qui est Emmanuel Kemta, ne rend pas compte à un individu qui serait posté quelque part en disant qu'il est le leader de la BAS. Arrêtez la forfaiture. Faites ça dans vos rêves. Moi qui suis le commandant de la BAS Deutschland, je ne rends pas compte à un quelconque individu. Chaque BAS à Berlin, nous l'avons signé. Chaque BAS était autonome. Et chaque BAS menait son combat. Donc s'il y a quelqu'un qui est responsable de la BAS France, mets tes activités pour la BAS France. Il y a la BAS UK, il y a la BAS Angleterre, il y a la BAS Italie, il y a la BAS de Suisse. Il y a toutes les BAS, non, aucune BAS ne rend compte à une autre. Aucune. Nous avons à Berlin justement posé les mécanismes de la synchronisation des brigades anti-Sardina. Chaque brigade anti-Sardina étant légalisée, chaque brigade anti-Sardina ayant son leader, chaque brigade anti-Sardina répondant dans son fief géographique bien précis. C'est tout ce qu'on a fait. On a harmonisé que s'il y avait une BAS en Angleterre, le leader de l'Angleterre pourrait faire naître les BAS dans les différents pays de l'Angleterre, dans les différentes villes de l'Angleterre. C'est tout. Et en France, même chose. Donc, on vous demandait à la BAS France, dont le commandant était à Paris, de faire naître beaucoup de BAS, c'est-à-dire à Marseille, Lyon, ainsi de suite, et pour que la BAS France ait à sa tête un chapeau. La BAS Allemagne ait un chapeau. Comme en Allemagne, il y avait la BAS à Cologne, il y avait la BAS à Francfort, il y avait la BAS à Stuttgart, il y avait plusieurs BAS et plusieurs commandants de la BAS. Mais le leader reste le général Etchenou, et je chapeaute toute l'équipe. C'est comme ça que ça se fait. Voilà les clauses de Berlin. Donc, il faut qu'on arrête un peu les bêtises. Il faut qu'on arrête un peu la bêtise. Les gens ne vont pas accepter n'importe quoi. Donc, ensuite, nous devons comprendre que dans cette optique, la conférence de Berlin a été et restera à jamais une conférence qui a marqué et marquera l'histoire de la révolution camerounaise. Qu'on le veuille ou pas. Mes problèmes commencent avec la prise de Berlin. Lorsque Berlin tombe, j'entre en disgrâce avec tous ces gens. C'est là où je signe mon arrêt de mort. Lorsque Berlin est pris, mon arrêt de mort est signé. L'acte de bravoure à Berlin fait qu'on me condamne aux yeux de certains. Il faut tuer le général Elchenou. C'est la même chose avec Caroline Pégan. Il faut tuer Caroline Pégan parce qu'elle a posé un acte dont les gens savent qu'ils ne poseront jamais un tel acte. C'est toujours des faiblards, c'est toujours ces mêmes peureux, ces mêmes paresseux qui se cachent pour faire des autres des infiltrés. Dès que vous posez un acte qui les défie, vous devenez infiltré, vous avez vendu le combat. À Berlin, ils ont dit, il a vendu le trésor de guerre. Dès que j'ai fini, l'acte de Berlin étant posé, et que ça a eu des répercussions. Jusqu'aujourd'hui, l'ambassade du Cameroun à Berlin est handicapée. Je dis bien handicapée. Elle a un demi-pied sur les 2 pieds qu'elle avait. Aujourd'hui, elle a un demi-pied. Je dis bien demi. Les 3/4 des services de l'ambassade du Cameroun à Berlin sont à jamais bannis. À cause de la prise historique de Berlin. Que vous le vouliez ou pas, Berlin a fait tache d'huile dans cette révolution. Et ça parlera toujours et toujours. Même si je meurs aujourd'hui, si vous parvenez à me tuer aujourd'hui, Berlin parlera toujours en notre faveur. La lutte en Allemagne est puissante et elle restera à jamais puissante à cause de ça aussi. Les gens se sont masturbés à dire non, Genève est le plus grand trophée, les combattants sont fichés à cause de Genève, mais c'est de la forfaiture. Genève arrive bien plus tard. Mon nom est fiché au Cameroun depuis la prise de Berlin. Le lendemain de la prise des ambassades, c'était fini. J'avais signé mon arrêt de mort avec les autorités camerounaises et beaucoup d'autres combattants, Martin Taillot, tous les autres. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nos problèmes commencent avec Berlin. Donc déjà, vous êtes entré à Paris, vous n'avez rien fait. Souffrez que les autres ont pris le trésor de guerre. Pourquoi vous voulez qu'on vous remette le trésor de guerre aujourd'hui? Aujourd'hui, vous racontez partout qu'il a remis. Vous croyez que c'est à vous que je vais remettre? Mais ayez quand même l'honnêteté de dire au peuple de la résistance que vous m'avez contacté plusieurs fois me suppliant de remettre le trésor à vos idoles.
On m'a dit, remets à Ripo et Mingono, remets à Patrice Nouma, donne à tel, on garde, donne à tel, on va garder ça ensemble. On va garder parce que, à la fin, non, je ne partage le trésor de guerre avec personne. Je suis un général qui s'affirme, je suis un général qui s'affiche. Et j'ai pris sur mes lourdes épaules la lourde responsabilité de prendre le trésor de guerre. Vous êtes allé à Paris, si vous n'avez pas eu l'idée, la sagesse et l'intelligence de prendre le trésor de guerre, fermez-la à jamais et restez tranquille. Quand nous, on vous donne les leçons de révolution sur le terrain, ayez au moins l'amabilité de copier et de voir comment on fait. Là, lors des prochaines sorties, posez aussi des actes révolutionnaires. La révolution, ce n'est pas le pap-pap, ce n'est pas le japap, c'est des actes courageux. C'est comme ce que Caroline Pégara fait. Aller au Cameroun et revenir. Voilà ce qu'on appelle un acte révolutionnaire. Elle aurait pu ne jamais revenir. Lorsque nous décidons de prendre Berlin, j'aurais pu entrer à Berlin. Comme nous fracassions, on tire sur moi et je meurs. C'est ça un acte révolutionnaire. Il y a du risque dans l'acte révolutionnaire. Donc c'est ça le problème. Il faut à un moment donné qu'on arrête la forfaiture. Nous savons exactement ce que nous voulons. Et je rappelle aux uns et aux autres qu'à Berlin, nous avons tous signé que l'épicentre de la lutte de résistance, c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto est le commencement et la fin de cette lutte. Rien n'allait changer. Ça, c'était les clauses de Berlin. Et nous l'avons fait. Donc, on arrête de faire croire aux gens aujourd'hui que non, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Jamais, jamais, jamais. Lorsque nous avons pris les ambassades, nous avons pris avec le butin de guerre. Et Berlin a fait ce qu'il fallait faire. Parce que nous étions avec des ingénieurs. Nous étions avec des intellectuels. Nous avons pensé cette prise. Et nous avons réfléchi. Nous avons fait ce que nous pouvons faire en tant que révolutionnaires. Je l'ai toujours dit. Et je vous mets au défi. Si j'avais été à Paris, le régime de Yaoundé serait tombé à jamais. Parce que Paris est le centre névralgique. Toutes les ambassades, les informations qu'il y avait à Paris, mon frère, s'il y avait eu un révolutionnaire à Paris, lorsque Paris tombait, on ne serait plus là aujourd'hui. Que vous le vouliez ou pas, je vais toujours vous le dire. Et j'aurai toujours ma bouche pour vous le dire. Parce que si j'avais été à Paris, le régime de Yaoundé serait tombé. Allez dire. Et ça, je le dis et je l'assume. Je l'assume. Si j'avais été à Paris, lorsque Paris était pris, ce n'est pas la bêtise, ce n'est pas l'idiotie. Il y a des actes que si on avait posé à Paris, je vous assure, le régime serait en train de couler aujourd'hui. J'ai dit couler. Ceux qui n'ont même pas eu l'audace de faire ça. Ensuite, on va, avant de terminer, parler des méthodes de ces voyous, des méthodes des pleurnichards. Parce que les pleurnichards ont des méthodes terribles. On a identifié leurs méthodes. On connaît comment ils font. On connaît comment ils agissent. Et je vais vous dire leurs méthodes simplement, pour que vous compreniez, pour que vous ne tombez plus dans le piège. Le professeur Franklin Nyamsi a été victime. Caroline Pégara a été victime. Lorsqu'on créait le mouvement Corps, nous avons été victimes. Ils ont leur mouvement, ils n'attaquent jamais leur mouvement. Leur mouvement, c'est les mouvements révolutionnaires. C'est les mouvements qui luttent pour la révolution. Quand vous allez entendre, on va vous parler des autres mouvements, que ce soit Bomi Tanap, que ce soit JOS. Ils ne diront jamais que c'est des mouvements qui tuent la révolution. Mais dès qu'on parlera de Corps détruit la révolution. Lorsqu'on parlera du professeur Franklin Nyamsi, c'est un infiltré. Le général Etchenou, il tue la révolution. Caroline Pégan, elle a vendu le combat. Mais vous êtes même... Parfois, je me demande si ces gens sont normaux. Parfois, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié parce que je ne sais pas comment on peut être aussi cancre. Je ne sais pas comment on peut être aussi cancre et tenir pendant longtemps en croyant que le rêve va nous entretenir. Non, s'il vous plaît les amis, soyons un peu sérieux. La lutte, si c'est une lutte de tout le monde, je n'ai pas envie d'être désagréable, mais je veux juste dire la vérité. C'est très important. Leur méthode, c'est quoi? Leur plan, c'est le plan que je vais appeler ici DIDC-COGP. DIDC-COGP. Voilà le plan que ces gens mettent toujours en marche. Lorsque vous sortez, lorsqu'ils ont affaire à une dynamique nouvelle, lorsqu'ils voient une étoile dans la révolution qui brille, les gars mettent en marche le plan DIDC-COGP. Voilà le plan. 2I, c'est pourquoi? 2I, c'est les deux idiots qu'on envoie d'abord au départ. Il y a deux célèbres idiots. L'autre a la grosse tête, l'autre est vraiment idiot. On le connaît. Il s'appelle quoi. Mais on le sait. Quand je parle, vous connaîtrez qui ils sont. Les deux idiots. Ce sont ceux qu'on envoie déblayer le terrain. Donc, lorsqu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui vient fort, quelqu'un qui a posé un acte dont le peuple va louer la bravoure de la personne, les deux idiots sortent.
L'un a la grosse tête, l'autre est vraiment idiot. Il ne sait même jamais de quoi il parle. Son raisonnement est fracassé, est décousu. Donc les gars sortent et vomissent les énormités, vomissent sur la toile les bêtises. Ils vomissent n'importe quoi. Première chose, quand ils ont fini leur travail pour alerter le peuple, il y a DC, c'est pour Dankasé. Dankasé prend le relais. Quand Dankasé prend le relais, parce que là c'est la vampire, c'est une sorcière née. Et il y a les gens qui sont nés dans la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils sont nés maudits. Maudits dans leur propre famille, maudits dans leur environnement, maudits dans leur vie, maudits dans leurs études, maudits dans leur famille, maudits même dans les enfants qu'ils ont accouchés. En fait, Dankasé, c'est le vampirisme né. C'est-à-dire quand Dankasé commence, elle vient là, elle fait comme si elle riait. Elle rit avec vous. J'ai dit, nous, vous faites, vous. Et Dankasé emploie, lui, sort le venin, sort le venin, sort le venin, sort le venin, sort le venin. Lorsque Dankasé finit de... Et elle est là, hein. Dankasé commence à 7 heures. 6 heures, elle commence à vomir sur quelqu'un. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Franklin Nyamsi. On a commencé, d'abord les deux idiots sont sortis, après Dankasé a pris le relais. Pop, Dankasé, matin, midi, soir, Franklin Nyamsi. Quand c'était elle chez nous, accusation de viol. Dankasé, matin, midi, soir, on dit elle chez nous. Parce que quoi, j'avais pris Berlin. Il fallait à tout prix me saquer, me tuer dans le combat. Ils ont compris que la prise de Berlin les mettait à s'asseoir et que je les enseigne la révolution. Ils ont dit, il faut tuer ce gars. Même chose pour Franklin Nyamsi. Même chose quand on a créé Corps. Quand on veut tuer la base, les gars ont enchaîné les directs. Dankasé sort, matin, midi, soir, Dankasé. Dès que tu vois le venin, la sorcellerie dans ça, elle est tellement... Et que quand il y a des gens que quand tu regardes leur physique, tu regardes leur esprit, leur moral, leur mental, tu comprends qu'ils sont maudits même depuis leur naissance. Quand Dankasé finit de sortir, il y a maintenant le plan COGP. COGP, c'est quoi? Il y a les collabos maintenant. Les collabos, c'est les faux profils. C'est tous ceux avec qui ils collaborent. Il y a une bande de beaucoup d'idiots qui vont remplir la toile et venir appuyer bêtement, appuyer ce qu'ils disent. Et GP, à la fin, il y a un général pleurnichard qui va sortir à la fin, comme s'il ne connaît rien, hein. Toujours hypocrite et sournois, il va sortir à la fin pour dire « Oh non, vraiment, oui, j'ai appris tout ce qui s'est passé. » Donc, il vient toujours en train de pleurer. C'est toujours lui qu'on veut tuer. C'est toujours lui qu'on veut assassiner. Tu es quoi pour qu'on t'assassine? Tu es quoi dans la lutte pour qu'on te tue? Mon frère, nous-mêmes, on a couru les risques ici. On n'a pas peur de notre vie. Toi, tu es là caché dans ton petit trou. C'est toi qu'on veut tuer. C'est toi qu'on veut assassiner. Tu es quoi? Tu pèses quoi? Tu pèses quoi? On te tue pour prendre quoi? Pour prendre quoi? Il y a des gens qui ont raté leur vie même personnelle, leur vie privée. Ils croient qu'ils sont trop importants dans le combat. Personne n'est indispensable à cette lutte. Hein. Personne. La lutte va continuer. Et vous n'allez pas vendre ce combat comme vous croyez qu'on va vous laisser là. Et vous savez que la seule personne que vous redoutez et qui vous fait peur, c'est le général El Chenou. Et je serai toujours debout. Je serai toujours là pour vous dire que faites très attention. Ah, donnez-moi tous les surnoms que vous voulez. Donnez-moi, appelez-moi comme vous voulez. Je suis un bel homme. Dites-moi tout ce que vous voulez. Que j'ai séduit, que j'ai pris toutes les... Dites ce que vous voulez. Mon frère, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la carrure et la prestance. Et si elle tombe aussi parce qu'il y a une bonne odeur de carburant derrière. C'est une BMW X-Drive, 60 000 €, je vous le rappelle. Que ça vous plaise ou pas, c'est le prix de ma voiture. Donc, révisez quand même aussi les attaques. Changez les méthodes. Je suis un homme et je suis un révolutionnaire. Et je vais toujours mener cette lutte. Je ne vais pas fléchir. Vous avez attaqué depuis 2019. Vous m'attaquez, ça fait 2 ans et plus que vous êtes derrière moi. Pam, 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 pam. Vous avez lancé des séries de directs. Vous avez mobilisé des pays contre moi. J'ai tenu. Si après 2 ans, je suis encore debout, soyez sûr d'une chose. C'est que vous avez affaire à un téméraire. C'est un jumeau qui a la grosse tête. La tête si est solide et elle contient beaucoup de choses. On va lutter jusqu'à la fin. Et à la fin, on va se retrouver là, on va se retrouver. Mais ce combat ne sera pas vendu. Souvenez-vous que vous avez signé des clauses de confidentialité à Berlin. Lorsqu'on vous payait, moi je vous payais le transport. Vous aujourd'hui, vous qui parlez avec les généraux pleurnichards là, je vous ai payé le transport pour Berlin. C'était pour que vous signiez ensemble que Maurice Kamto est le commencement et la fin du combat. Vous avez signé. Arrêtez les pleurs, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. On va continuer cette lutte jusqu'à la fin. Je ne peux pas terminer cette intervention sans rappeler aux uns et aux autres qu'il y a 42 sénateurs
américains qui ont signé une lettre de doléance au président Joe Biden sur le cas du Nord-Ouest, les problèmes et la crise anglophone. C'est très important. Et nous sommes en train de voir le parti de la Latoya, le grand bandit de Londres, le bandit qui manipule les idiots de Paris. Le bandit là, la Latoya Yemeni, la Latoya de la Révolution, celui qui n'a jamais travaillé mais qui est comme malhonnête, que j'ai malheureusement invité à Berlin, mais qui s'est avéré plus tard être un faussaire. Lui, il nous avait dit à Berlin, il était venu à Berlin avec l'esprit que non, on va faire conjuguer avec le SDF. Parce qu'il y a le SDF aussi qui lutte pour le changement au Cameroun. On lui a dit, tu mens. Si tu vas amener le SDF ici parce que ton frère est dans le SDF, tu vas sortir avec ça. Il n'y a rien à faire ici. Nous, ici, c'est Kamto ou rien. Aujourd'hui, on dit que corps c'est traite, corps trahit le combat. Vous allez sauf que conjuguer avec Kamto. Au départ de cette lutte, c'était Kamto. À la fin, ce sera Kamto. Que vous le vouliez ou pas. Et puis même, ne rêvez pas. Si on veut un jour négocier avec le combat, ce n'est pas avec vous. On négocie avec les gens qui peuvent comprendre le discours de la négociation. On négocie avec les gens au moins qui ont une prestance et qui savent mener le combat. Donc, dormez seulement tranquille. Continuez de lutter seulement. Nous, on continue. Le combat est né avec Maurice Kamto. Je vous l'ai dit, lorsque j'ai lancé la première marche de la Révolution, le 20 octobre 2018, en Allemagne, alors que vous étiez chez vous en train de dormir, c'était Maurice Kamto. Equinox avait retransmis ce direct pendant des heures. Ça fait près d'1 million de vues. Il n'y a jamais eu un direct qui a fait 1 million de vues. Mais ce direct, sur mon téléphone portable, avait plus d'1 million de vues. Retranscrit en direct par Equinox. Donc faites très attention. Ce n'est pas parce que les vues, les petites vues aujourd'hui vous font gonfler que vous allez croire que vous êtes arrivé quelque part. La lutte ne fait que commencer. Et au commencement de la lutte était Maurice Kamto. À la fin de la lutte, ce sera Maurice Kamto. Que vous le vouliez ou pas. Donc vous allez fabriquer la transition par vos avocats ou les maîtres, tel, grand MRC de ceci. Vous allez partir comme vous êtes venu avec vos idées bêtes. Parce que Maurice Kamto est le commencement et la fin de la lutte de résistance. Et nous allons continuer à soutenir cet homme parce que lui seul incarne tous les idéaux de la lutte de résistance. Il y a encore, et je ne peux pas le dire, je ne peux pas oublier cela, Maurice Kamto reste donc le leader incontesté et incontestable, le leader indiscuté et indiscutable, le leader inégalé et inégalable de la lutte de résistance camerounaise. Notez-le bien. Il y a l'ONG Waraba d'Afrique, par le biais de son président, Maître Saïd, avocat au barreau français, qui est en train de faire des choses formidables avec certains avocats dont nous avons mis en relation en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. On est en train de porter le problème du Cameroun quelque part. Et vous allez le savoir dans les prochaines heures. La présidente du Bureau fédéral de la Révolution, Dame Caroline Pégan, qui est en même temps secrétaire générale du BFR, pilote l'opération des mains de maîtresse. Nous sommes en train de travailler, nous sommes au boulot et rien ne va nous arrêter. Soyez rassurés. Donc il y a 55 milliards que le gouvernement camerounais